vivons dans une société qui romantise la disponibilité émotionnelle sans limite. Très tôt, tu apprends que les gens bien sont toujours joignables, que l'amour signifie ne jamais dire non, que refuser une demande, même si cela te nuit, passe pour de l'égoïsme. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un commence à poser ses limites, quand il cesse de participer aux drames familiaux, quand il refuse de porter la responsabilité des émotions des autres, quand il protège son énergie au lieu de la distribuer sans discernement? L'étiquette tombe presque aussitôt. Tu es qualifié de froid, d'insensible, d'égoïste. Mais est-ce vrai? Ou assistons-nous simplement à un acte de santé mentale, interprété comme une déviance morale? Carl Gustav Jung, l'un des penseurs majeurs de la psychologie des profondeurs, voyait ce phénomène très clairement. Pour Jung, le chemin de la maturation, ce qu'il appelait l'individuation, exige que l'individu se différencie du collectif. En termes simples, cela signifie apprendre à préserver ton intégrité émotionnelle, même au cœur de tes relations les plus intimes. Mais ce mouvement, aussi sain soit-il, menace un système social fondé sur la dépendance affective, sur la fusion émotionnelle et les attentes non dites. Quand quelqu'un commence à établir des limites claires, il rompt sans le vouloir un contrat invisible, l'accord tacite d'être toujours disponible pour répondre aux besoins des autres. Ce n'est pas que la personne est devenue froide. Ce qui a changé, c'est sa tolérance au déséquilibre dans ses relations. Ce que l'on prenait pour de la gentillesse était peut-être une peur du rejet. Cette bonté, admirée de tous, pouvait cacher une compulsion à plaire. La loyauté sans discussion, que beaucoup vantaient, masquait peut-être une grande difficulté à dire non. Et quand ces schémas se brisent, ceux qui profitaient de ce don compulsif sont forcés d'affronter une réalité inconfortable. Ils n'avaient pas affaire à une personne entière, mais à une version modelée pour servir leurs besoins. Voilà pourquoi la réaction est si intense. La personne qui pose des limites devient une menace, non pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle devient claire, non pas parce qu'elle rejette les autres, mais parce qu'elle apprend à se choisir. Et pour beaucoup, cela est impardonnable, car cela leur tend un miroir qui révèle leur immaturité émotionnelle, leur difficulté à tolérer la frustration et leur dépendance affective déguisée. Dans cette vidéo, toi et moi, nous allons explorer en profondeur cette dynamique à la lumière de la psychologie jungienne. Tu vas comprendre pourquoi des limites saines sont confondues avec de la froideur, pourquoi tant de personnes résistent à l'autonomie émotionnelle des autres et comment le processus d'individuation, solitaire, souvent incompris, est l'un des actes les plus nobles de respect de soi et de clarté relationnelle. Carl Jung nous enseigne que grandir, c'est inévitablement perdre l'approbation de certaines personnes. Mais c'est dans ce mouvement même que tu gagnes ta liberté intérieure. Car notre société moderne, malgré tous ses progrès, porte encore un héritage profondément enraciné, celui du conditionnement émotionnel, un système invisible qui t'apprend, te renforce et te récompense même pour ton abnégation au nom de l'acceptation sociale. Depuis l'enfance, beaucoup sont entraînés à croire que leur estime de soi doit dépendre de l'approbation extérieure, que leur bonté se mesure à leur capacité à supporter plus qu'ils ne devraient, que le véritable amour est synonyme de sacrifice constant. Dans cette logique pervertie, poser des limites devient un acte de rébellion et pire encore, un crime moral. Cette attente collective t'emprisonne dans un piège émotionnel sophistiqué. L'idéal d'être toujours disponible, toujours joignable pour n'importe quelle demande,
qu'elle soit affective, émotionnelle ou pratique, est devenue une norme, non seulement attendue, mais exigée de quiconque souhaite préserver ses liens. Et c'est ici que se trouve le paradoxe le plus cruel. Plus tu te donnes sans compter, plus tu es valorisé. Mais au moment même où tu décides de préserver ton énergie, ta santé mentale ou simplement ton temps, tu deviens immédiatement suspect. On te trouve froid, on te dit que tu es différent, on te fait culpabiliser parce que tu es égoïste. Carl Jung voyait dans ce phénomène le reflet direct d'un état de fusion émotionnelle. Une situation où l'individu ne distingue plus ses propres émotions de celles des autres. Dans une telle dynamique, toute tentative de séparation est vécue comme un abandon. L'autre ne te voit plus comme un être autonome, mais comme une extension de lui-même. Et c'est précisément pour cela que poser une limite est si menaçant, parce que cela arrache le masque. Cela révèle que ce qui se faisait passer pour de l'affection n'était en réalité qu'une dépendance. Quand tu commences à poser des limites, le premier choc ne vient pas de toi, il vient des réactions autour de toi. Et de manière surprenante, ces réactions en disent bien plus sur les autres que sur toi qui poses tes limites. C'est à ce moment précis que tous les masques tombent. Ceux qui louaient autrefois ta gentillesse déclarent soudain que tu as changé. Ceux qui admiraient ta générosité sans limite commencent à t'accuser d'égoïsme. Mais que se passe-t-il vraiment? La réponse est brutale, mais nécessaire à entendre. Beaucoup profitaient, consciemment ou non, de ton absence de limite. Carl Jung avait observé que tout au long du processus d'individuation, l'individu devait rompre avec le rôle que l'inconscient collectif lui avait assigné. Or, l'un de ces rôles les plus valorisés socialement, c'est celui de la personne serviable, celui ou celle qui est toujours là pour écouter, toujours là pour aider, toujours là pour soutenir, et en réalité, servir de conteneur émotionnel aux autres. Mais ce rôle, aussi vertueux qu'il paraisse, n'est bien souvent pas un vrai choix. C'est une compulsion intériorisée, une stratégie de survie psychique. Et pour Jung, cette compulsion est une prison. Lorsque tu commences à t'en libérer, tu forces les autres à assumer les responsabilités qu'ils t'avaient jusque-là déléguées. L'ami qui t'appelait sans cesse pour se plaindre doit désormais affronter sa solitude. Le membre de ta famille qui attendait que tu résolves ses problèmes doit affronter sa propre incapacité. Le ou la partenaire qui comptait sur ta tolérance pour éviter de changer doit enfin apprendre à mûrir. Et tout cela est profondément inconfortable, car ce que tu leur retires, c'est le rôle de sauveur, le rôle de tampon, le rôle de thérapeute gratuit. Ce que tu leur retires, c'est l'illusion. Carl Jung disait qu'à cet instant précis, tu retires ton ombre du champ de l'autre. En d'autres termes, tu cesses de porter ce qui n'a jamais été à toi. Tu interromps le cycle des projections inconscientes qui faisaient de toi le responsable des émotions, le responsable des décisions et des frustrations des autres. Et pour ceux qui n'ont pas encore développé leur autonomie émotionnelle, cela est vécu comme un séisme. Voilà pourquoi l'accusation de froideur surgit avec autant de force. Ce n'est pas un constat objectif, rassure-toi. C'est un mécanisme de défense, une façon de préserver l'illusion que le problème ne réside pas dans la relation, mais il est en toi. Car si tu es qualifié de froid, alors l'autre n'a pas besoin de se remettre en question. Mais si tu es simplement lucide et sain, il devra affronter sa propre immaturité, son égoïsme et sa fuite de lui-même. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de relations commencent à se dissoudre. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as cessé de nourrir une illusion. C'est ici qu'émerge une question fondamentale. Et pourtant,
profondément mal comprise. Comment distinguer une personne véritablement froide d'une personne qui apprend simplement à se préserver? Comment savoir si tu fais preuve de maturité ou si tu te fermes au monde par peur? La réponse exige de bien comprendre la différence entre froideur et maturité émotionnelle. Un individu froid, au sens psychologique du terme, ne recherche pas le lien. Il évite l'intimité, se coupe de l'affection et rejette la vulnérabilité. Sa distance n'est pas un choix conscient de protection, mais un mécanisme de défense rigide. Souvent, le résultat de blessures non guéries, de traumatismes accumulés, de la croyance profonde qu'ouvrir son cœur équivaut à être blessé. La froideur, c'est le gel de l'affection. C'est la fermeture radicale de l'âme au risque d'être touchée. Elle ne trace pas de limites par respect de soi. Elle érige des murs par peur d'être vue. La maturité émotionnelle, elle, est tout autre. Une personne mûre ne rejette pas les liens. Elle les choisit consciemment. Elle ne fuit pas l'intimité. Elle établit des relations fondées sur le respect mutuel et la responsabilité partagée. Elle ne donne pas son affection à n'importe qui, ni à n'importe quel prix. Ses limites ne sont pas des murs, ce sont des portes avec serrure. Et seuls ceux qui possèdent la clé, le soin, la réciprocité, l'écoute véritable, peuvent y entrer. Pour Jung, cette distinction était au cœur du processus d'individuation. Développer ce qu'il appelait la différenciation, c'est apprendre à être avec l'autre sans se perdre soi-même. Abandonner l'idéal infantile de la fusion totale, où aimer signifiait porter les problèmes, les traumatismes et les douleurs de l'autre, et entrer dans des relations où chacun est responsable de sa propre psyché. Loin d'être de la froideur, Jung appelait cela la maturité de l'âme. Car l'individu émotionnellement mûr ne vit pas en réaction au chaos des autres. Il observe, il comprend, il soutient, mais ne coule pas avec eux. Il sait être présent sans s'annuler. Il sait écouter, mais sans devenir une poubelle émotionnelle. Il protège fermement son énergie pour pouvoir l'offrir consciemment, et non par réflexe ou par compulsion. Ce genre de clarté émotionnelle dérange, car elle expose le manque réel de ceux qui vivent encore dans le besoin et la fusion. Voilà pourquoi l'individu mûr est si souvent étiqueté comme froid, non pas parce qu'il rejette les autres, mais parce qu'il refuse de plonger dans leur drame inconscient. Et pour ceux qui pensent encore que l'amour est synonyme de sacrifice, ce refus ressemble à un abandon. Mais ce n'est pas un abandon. Dire non à une relation qui t'épuise, ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Poser des limites face à des exigences abusives, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité de soi. La maturité émotionnelle ne détruit pas l'affection, elle l'élève, elle la qualifie. Et quand cette clarté s'installe, elle agit comme un filtre redoutable. Les liens fragiles, fondés sur la projection, le contrôle ou le besoin, se désagrègent. Les vrais liens, eux, s'épanouissent. Mais cette transformation, aussi puissante soit-elle, ne se fait pas sans conséquences. Car en établissant des limites claires, tu déclenches inévitablement un effet secondaire profond. Tu obliges les autres à se confronter à leur propre immaturité émotionnelle. Et beaucoup ne sont pas prêts à cela. Car poser une limite n'est pas seulement un acte de protection personnelle, c'est une force de transformation qui agit comme un catalyseur dans tes relations. Et comme tout catalyseur, elle accélère des processus qui existaient déjà en silence. Quand tu commences à dire non, à te retirer des dynamiques de manipulation affective, ou simplement à ne plus sacrifier ton bien-être pour répondre aux attentes des autres, quelque chose d'inévitable se produit. Les relations qui reposaient sur le déséquilibre commencent à s'effondrer. Pour Jung, cet effondrement
est une conséquence naturelle du processus de différenciation. En cessant d'être une extension psychique de l'autre, tu retires la validation qui alimentait ses fantasmes inconscients. Ceux qui te voyaient comme un sauveur, comme la bonne personne, toujours disponible, doivent désormais affronter leurs propres manques, leur propre colère, leur propre fragilité. Et bien souvent, c'est trop pour celles et ceux qui n'ont jamais eu à regarder en eux-mêmes. Les relations immatures, fondées sur la dépendance émotionnelle, ne survivent pas à des limites claires, parce qu'elles n'étaient pas basées sur de l'authenticité, mais sur des attentes non dites, des rôles inconscients, des échanges inégaux. L'un donnait toujours, l'autre exigeait toujours. L'un écoutait, l'autre déversait. L'un se sacrifiait, l'autre consommait. Quand ce cycle est brisé par une limite, la dynamique se casse et le lien s'écroule avec elle. Et voici le point le plus dur à accepter. Cet effondrement est nécessaire. Ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Ce qui tombe n'était pas solide. Ce qui s'interrompt n'était pas mutuel. Carl Jung croyait que toute véritable croissance psychique passait par un processus de mort et de renaissance symbolique. Et bien souvent, cette renaissance commence par la fin de relations qui t'empêchaient d'exister pleinement. C'est à cet instant précis qu'un conflit intérieur surgit, car peu importe à quel point une relation était toxique, elle offrait malgré tout quelque chose de familier, un sentiment d'appartenance, une routine, une illusion d'acceptation. Alors quand ce schéma se brise, la peur prend toute la place. Et si je finissais seul? Et si plus personne ne m'acceptait ainsi? Et si j'étais trop dur? Mais ces questions font partie du processus. Elles sont le signe que tu sors de la zone de fusion émotionnelle pour entrer dans un nouvel état de conscience, celui de l'autonomie affective. Il est essentiel de comprendre que toutes les relations qui s'écroulent face à des limites saines n'étaient pas de véritables liens. Beaucoup étaient en réalité des alliances inconscientes fondées sur des rôles de victime et de sauveur, sur la dépendance et la commodité, sur le contrôle et la soumission. Carl Jung affirmait que lorsque tu interromps ces cycles, tu te libères et paradoxalement, tu offres aussi à l'autre une chance de grandir. Mais cela n'arrive que si l'autre est prêt à mûrir, sinon il s'en va et tu dois le laisser partir. La douleur de la perte, dans ces cas, ne vient pas de l'absence réelle de l'autre, elle vient de la rupture d'une identité qui se nourrissait de son approbation. Ce qui fait mal, ce n'est pas la personne, c'est la prise de conscience que tu n'étais pas aimé pour qui tu es, mais pour ce que tu offrais dans la relation. Et cette réalisation est à la fois dévastatrice, mais ô combien libératrice. Ce moment marque un point de non-retour dans le chemin de ton individuation, car désormais, tu comprends que les relations authentiques, non seulement supportent les limites, mais elles prospèrent grâce à elles. Elles se nourrissent de la clarté et non de la culpabilité. Elles grandissent autant avec un non qu'avec un oui sincère. Et c'est cette vision qui ouvre la voie vers une transformation encore plus profonde. À partir de là, la question à se poser change. Elle n'est plus comment maintenir les anciennes relations, mais elle devient qui suis-je en train de devenir en vivant enfin aligné avec mon intégrité émotionnelle. Pour Jung, la réponse est claire. Tu entres dans le processus d'individuation. L'individuation, ce n'est pas une théorie abstraite. C'est l'ossature de la maturation psychologique. Jung croyait que nous naissons fragmentés, incomplets, prisonniers de l'inconscient collectif, des attentes sociales et des projections familiales. Devenir un individu, au sens plein du terme, c'est se libérer de ces liens invisibles pour devenir enfin qui tu es, même si cela implique de déplaire, même si cela implique de décevoir, même si cela implique de te distancer des autres.
L'individuation est avant tout un retour à soi, mais ce retour n'est ni léger, ni indolore. Il t'oblige à affronter les masques que tu portes pour être accepté, à remettre en question les rôles que l'on t'a imposés, bien avant que tu saches qui tu étais. Et peut-être le plus difficile, à assumer la responsabilité de toi-même, y compris de ce que tu as toujours reproché aux autres. Car quand tu commences à poser des limites, consciemment ou non, tu déclenches ce processus. Dire non à ce qui t'envahit, c'est dire oui à ce qui te constitue. C'est le début d'une vie où ton énergie n'est plus au service de l'approbation extérieure, mais de ton intégrité intérieure. Pour Jung, le moment où l'ego, la partie consciente de ta personnalité, commence à dialoguer avec le soi, l'instance la plus profonde et la plus totale de ton être. Et ce dialogue ne se fait pas dans le bruit de la foule. Il ne s'établit que lorsque tu as le courage de te séparer du collectif. Et cette séparation n'est pas physique, elle est psychique. C'est le moment où tu cesses d'agir automatiquement en fonction des autres pour agir depuis ta propre conscience. C'est le moment où tu ne demandes plus « qu'attendent-ils de moi ?» mais où tu te demandes « qu'est-ce qui est vrai pour moi ?» C'est une rupture symbolique avec le pacte d'invisibilité que tant accepte pour survivre émotionnellement dans des environnements hostiles à l'authenticité. L'individuation, ce n'est donc pas l'isolement, c'est la différenciation. Et cela change tout. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus disponible pour jouer le rôle du personnage que les autres projetaient. Tu n'es plus l'éternel médiateur de la famille, l'ami qui ne se plaint jamais, le partenaire qui encaisse tout au nom de la paix. Tu deviens un être qui choisit avec qui s'engager, comment s'engager et jusqu'où il est prêt à aller. C'est ça la liberté psychologique. Et paradoxalement, c'est cette liberté qui rend possible les relations les plus authentiques. Poser une limite, ce n'est pas seulement protéger ton énergie, c'est aussi apprendre à la communiquer de la bonne manière. Car dire non est en réalité l'une des formes les plus sophistiquées de dire oui. Oui à ta santé mentale, oui à ta paix intérieure, oui à ta vérité. Mais dans un monde où tant de relations reposent sur la culpabilité, la manipulation affective et la dépendance voilée, fixer une limite est presque toujours interprété comme un rejet. Mais la vérité pourtant, c'est que les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts solides vers des relations authentiques. Elles ne servent pas à repousser, mais à clarifier. Elles ne détruisent pas les liens, elles révèlent simplement quels liens peuvent survivre à la lumière de ta vérité. Quand tu dis « je ne peux plus être disponible tout le temps », tu ne dis pas que l'autre n'a pas d'importance. Tu dis « moi aussi j'ai de l'importance ». Quand tu refuses de porter une douleur qui n'est pas la tienne, tu n'es pas indifférent. Tu reconnais simplement qu'une empathie sans limite se transforme en autodestruction déguisée en compassion. Et quand tu t'éloignes des dynamiques affectives toxiques, tu n'es pas froid, tu es juste équitable envers toi et envers l'autre. Carl Jung affirmait que le vrai respect naît de la clarté. Il écrivait que seule une chose différenciée peut réellement s'unir. En d'autres termes, il n'y a d'intimité véritable qu'entre deux individus entiers, conscients de leurs propres contours et capables de dialoguer depuis la vérité et non depuis la fusion inconsciente. Lorsque tu poses une limite, tu déclares « Je me connais assez pour savoir jusqu'où je peux aller sans me perdre ». Et tu déclares aussi « Je te respecte assez pour ne pas devenir ce dont tu as besoin au prix de mon essence ». Ce positionnement, ce n'est pas de la froideur, c'est du courage. Le courage d'abandonner l'ancienne version de toi qui se moulait pour coller aux attentes des autres. Le courage d'être seul s'il le faut, plutôt que de rester dans des liens qui te vident ou qui te corrompent. Le courage de bâtir des relations fondées, non pas sur le manque, mais sur la conscience. Oui, il y aura des pertes. Oui, il y aura des silences. Il y aura des critiques. Il y aura des distances.
Mais il y aura aussi de la paix, de l'espace. Et surtout, il y aura toi, entier, présent, non plus en train de jouer des rôles, mais en train de vivre ta propre vérité. Voilà ce que tu dois comprendre. Poser des limites, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est de l'amour de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du courage. Le courage de perdre certaines personnes pour ne plus jamais te perdre toi-même. Alors maintenant, je veux t'entendre. As-tu déjà été qualifié de froid simplement parce que tu as commencé à te respecter? As-tu déjà ressenti la douleur de perdre des relations qui n'existaient que tant que tu t'effaçais? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut aider d'autres personnes à franchir ce même pas. Et si cette vidéo t'a permis de voir plus clair dans tes propres relations, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu ne trouveras pas de conseils creux, ni de divertissement. Nous allons droit dans la psyché humaine et tu viens de franchir une étape importante. Car c'est maintenant que l'on entre dans la partie la plus troublante de cette vidéo. Parce que jusqu'ici, tu as vu que dire non, ce n'est pas de la froideur, mais une preuve de santé intérieure. Tu as compris que poser des limites ne détruit pas l'amour, mais révèle sa véritable nature. Tu as pris conscience que beaucoup de relations reposaient sur ta complaisance et non sur un respect authentique. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première étape. Car si tu t'arrêtes ici, tu risques de rester piégé dans un autre rôle invisible, celui de la bonne personne. Et ce piège, Arthur Schopenhauer l'avait vu avant tout le monde. Il montre que vouloir paraître irréprochable peut devenir une prison encore plus cruelle que l'absence de limites. Et si en ce moment même, en m'écoutant, tu ressens un nœud dans ta gorge, une tension désagréable qui serre ton ventre, sache que ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton instinct qui se réveille enfin. C'est ton intuition qui t'alerte. C'est ta conscience qui veut te libérer pour que tu reprennes ton pouvoir. La suite t'attend juste ici, dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran. Parce que ce que tu vas y découvrir sur le vrai prix caché de toujours vouloir être une bonne personne peut tout changer pour toi. Sans cette vérité, tu risques de rester enfermé dans une cage dorée où tu souris à tout le monde, mais où tu t'éteins à petit feu. Clique sur cette vidéo maintenant et change la vision que tu as de toi-même.